France Culture. Cours de l'histoire. Xavier Mauduit. De Rousseau à Marat, la célébrité en lumière, face à la gloire, à la popularité, à la renommée, à la réputation, à la notoriété, c'est la célébrité qui, de nos jours, semble avoir pris le dessus. Retour aux origines de cette notion à paillettes, avec pour commencer un beau nom du siècle des Lumières et de la Révolution, Chamfort et ses maximes. Cette émission consacrée à la célébrité ou à l'invention de la célébrité. Antoine Lilti, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, professeur au Collège de France et je reprends le sous-titre de votre ouvrage sur ces figures publiques, l'invention de la célébrité 1750-1850. Et avec vous aujourd'hui, Guillaume Mazot, bonjour. Bonjour. Historien, maître de conférences en histoire moderne à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, spécialiste de la Révolution française. Moi, je voudrais comprendre aussi pourquoi avoir mis en avant, Antoine Lilti, ce mot de célébrité, parce que dans le champ lexical, il y a le choix, il y a de la notoriété, il y a de la gloire. Pourquoi célébrité ? Alors pour deux raisons. D'abord parce que la célébrité, c'est justement pas la gloire et la réputation. On vient de l'entendre chez Chamfort, on y reviendra peut-être. La célébrité, c'est le fait d'être connu d'un très large public de son vivant. Et ça, c'est un phénomène qui est nouveau au XVIIIe siècle. On a tendance à penser que c'est un phénomène très contemporain, très récent, lié au XXe siècle, aux médias de masse. En fait, c'est un phénomène nouveau au XVIIIe siècle, on aura le temps de le développer, lié à l'émergence de public. Donc il y a des gens très nombreux qui peuvent connaître des figures publiques, des gens célèbres. Donc ça, c'est le premier élément, on le développera sans doute, mais c'est un phénomène nouveau au XVIIIe siècle qui est ni la gloire des héros traditionnels, ni la réputation des petits milieux. Et puis deuxièmement, pourquoi ce mot célébrité ? Parce que justement, il apparaît au XVIIIe siècle. On l'a entendu chez Chamfort, c'est un mot nouveau à partir du milieu du XVIIIe siècle, et c'est un mot pour désigner cette réalité nouvelle, et c'est un mot sur lesquels les moralistes, les écrivains, les philosophes s'interrogent pour essayer de comprendre ce qui est en train de basculer dans l'histoire culturelle européenne. Et pour être célèbre, il faut être vivant. C'est aussi un des éléments qui distinguent la célébrité d'autres notions, par exemple la gloire. Oui, et du coup, ça a deux conséquences. C'est que souvent, en réalité, cette célébrité, elle est ambiguë, elle est ambivalente. Elle n'est pas simplement un phénomène d'admiration pour les grands hommes du passé. Elle est un phénomène qui peut être une empathie ou qui peut être une curiosité, mais qui peut être, comme le dit Chamfort, relativement malveillante aussi. Il y a des célébrités qui sont des célébrités négatives. Donc elle est fondamentalement ambivalente dans le jugement qu'elle porte sur la personne célèbre. Et surtout, le fait que ce soit des gens de leur vivant, ça a une conséquence, c'est que ça a des effets retours. C'est-à-dire qu'eux-mêmes sont confrontés aux effets de leur célébrité, qui peuvent être des effets positifs. On est très content on peut être très content d'être connu parce que c'est une marque du succès, surtout pour ceux qui ont dans le champ culturel ou politique affaire à un public, mais c'est aussi très souvent une épreuve, un fardeau, et comme dit Chamfort, un châtiment ou une punition. Dans l'invention de la célébrité, Antoine Lilti, vous commencez par évoquer l'homme le plus célèbre de son temps, et même avant la période que vous étudiez, c'est-à-dire avant 1750, c'est la personne du roi. Parce que on peut quand même distinguer ici le fait d'être connu de tout le monde quand on est le roi, et puis encore plus à la cour où on est observé, et puis le phénomène qui s'opère au XVIIIe siècle, où là, ça se passe partout. Cette notion d'espace public, elle est au cœur de cette réflexion. Oui, absolument, parce que le roi, évidemment, il est connu très largement, mais il est connu en tant que fonction. C'est pas la personne privée, c'est une personne entièrement publique. C'est une personne qui est prise totalement dans le cérémonial. Et ça, c'est la grande différence entre le roi comme figure publique au sens traditionnel, qui incarne l'État. Et donc le cérémonial, c'est justement un cérémonial où c'est la personne royale qui se donne en représentation, qui se donne en spectacle, parce qu'il représente l'État. Et puis, ces personnes publiques, que sont les célébrités ou les vedettes à partir du milieu du XVIIIe siècle, qui, elles, sont publiques au sens où elles sont sous le regard du public. Et ce qui va être nouveau à ce moment-là, c'est que c'est leurs personnes privées qui intéressent. On commence à se passionner pour la vie privée de Voltaire, de Rousseau, des comédiens et des comédiennes, des musiciens, et y compris de la famille royale. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que justement entre la notoriété ou la gloire du roi jusqu'au XVIIe siècle, et le type de célébrité dont la famille royale va être l'objet à la fin du XVIIIe siècle, on peut penser évidemment à Marie-Antoinette, on a un basculement justement du public au privé. Oui, Guillaume Mazot, on voit vraiment cela quand on étudie le XVIIIe siècle, ces personnages incontournables dont nous sommes les héritiers. Il suffit de citer ces noms, Rousseau, Voltaire, et puis après, sous la Révolution, Marat, Robespierre. On les connaît, nous sommes les héritiers de leur célébrité du passé.
Disons que leur célébrité et leur image publique a forgé, c'est vrai, un patrimoine dans lequel on peut se reconnaître ou pas et qui donne lieu à beaucoup de déformations, parfois de malentendus, comme le dit très bien Antoine Lilti. Ambivalente dès le début, je dirais, au XVIIIe siècle, et ambivalente aussi dans sa mémoire longue, parce que évidemment ces figures qui ont participé à construire ce qu'on a appelé l'espace public, et puis ensuite la Révolution, etc., et une sorte évidemment d'identité commune. Elles ont été déchirées, tordues, mastiquées, je dirais, par des pamphlets, par des affiches, par des images, des estampes, etc. Et elles ont ensuite été travaillées pour donner une forme de culture commune, mais qui n'a jamais été une culture commune très tranquille. Oui, parce que quand on parle de figure, c'est vrai qu'on évoque un personnage, c'est une grande figure de la philosophie ou de la littérature, mais la figure aussi évoque des images, et ces images-là, nous les avons en tête. Quand on dit Voltaire, globalement, on voit à quoi il ressemble. Voici un buste de Houdon représentant Monsieur de Voltaire. Mais soyons justes, et si quelqu'un vous demandait ce que c'est que ce buste, bien qu'il soit de Houdon, vous répondriez tous, c'est un buste de Voltaire. Et vous auriez raison. L'un des deux prime l'autre, et c'est le philosophe. Oui, le sculpteur doit s'effacer devant le modèle. Voltaire. Chapeau bas. Nous lui devons tous quelque chose. Cruel, sceptique, aigri, maussade et parfois sans pitié, pestant, rageant et blasphémant, tel fut ce philosophe, assez peu philosophe pour regarder la vie avec indifférence. D'ailleurs, un homme pareil ne se discute pas, car M. de Voltaire est un fait historique, et l'animosité de l'Église à son égard ne paraît pas admissible, puisqu'elle ne cesse de nous dire « Dieu fait bien ce qu'il fait ». S'il fait bien ce qu'il fait, c'est que sans doute alors il avait ses raisons de nous l'avoir laissé si longtemps sur la terre. En 1954, Sacha Guitry qui se fait un petit peu philosophe en passant comme ça. Qu'est-ce qui se passe, Antoine Lilti, dans l'espace public au XVIIIe siècle pour expliquer la naissance, l'invention de la célébrité ? Alors, il se passe toute une série de transformations qui sont liées notamment à l'expansion de l'imprimé. Évidemment, l'imprimerie, on sait bien, ne naît pas au XVIIIe siècle, mais jusqu'au début du XVIIIe siècle, le livre reste un outil, un objet relativement précieux, luxueux, et en tout cas qui est plutôt réservé aux élites, notamment aux élites savantes, intellectuelles. Or, au XVIIIe siècle, on a une expansion du public des lecteurs, on a beaucoup plus de gens qui lisent, on a des tirages beaucoup plus importants, on a l'apparition d'un phénomène nouveau qui sont les journaux, la presse qui raconte au quotidien, ou en tout cas chaque semaine, chaque mois, les faits et gestes des grands personnages. On a le développement de nouvelles images, et notamment de la gravure, et des bustes. Et donc on a tout aussi une culture visuelle qui permet justement la circulation de ces figures et de ces images. Voltaire, dès le XVIIIe siècle, on le reconnaît. Quand il arrive à Paris en 1778, à la veille de sa mort, il est reconnu aux barrières de Paris. Et puis, ce buste de Houdon, les gens viennent le voir dans l'atelier de Houdon. Donc, il y a vraiment une culture. Il y a on peut acheter un peu partout des gravures, des portraits gravés de Voltaire. Donc, ça, c'est quelque chose de totalement nouveau qui fait qu'une figure publique comme Voltaire, eh bien, il est à la fois son image, son nom, toute une série d'anecdotes sur sa vie sont connues d'un public large qui est bien au-delà de la cour ou des milieux intellectuels. Et ça, c'est une nouveauté parce que si vous pensez à des écrivains du XVIe ou même du XVIIe siècle, je sais pas, du Bellay ou des grands humanistes comme Erasme, ils étaient connus à la cour, ils étaient connus des milieux littéraires ou intellectuels, ils étaient connus de gens qui les connaissaient directement, avec qui ils étaient en correspondance, avec qui ils étaient en lien. Au XVIIIe siècle, tout d'un coup, il y a une expansion de la notoriété qui fait, parce qu'il y a l'émergence d'un public, ça c'est une notion absolument fondamentale, eh bien, une personne, à partir du moment où elle devient célèbre, son nom, son image et toute une série de traits qui lui sont associés circulent très largement dans bien au-delà des cercles d'interconnaissance ou des espaces littéraires, culturels, habituels. Oui, parce que c'est ce monde qui est en plein bouleversement. Au XVIIIe siècle, on l'entend bien, hein. Il y a ce système qu'on connaît de la cour, celui des salons, mais il n'y a pas que ça. Et d'ailleurs, c'est très dur à mesurer ça, la notoriété d'une personne, ou en tout cas la réception que peut avoir un public de la notoriété. C'est l'accumulation de documents qui fait que on peut se dire, lui, voilà, il est connu tellement il est cité, tellement il est présent. C'est comme ça qu'on peut fonctionner, Guillaume Mazot? Oui, alors notamment sur la Révolution française, il y a des archives qui le montrent, c'est les archives policières, judiciaires. Lorsque, alors en période de crise très forte, justement, où
le fait d'être reconnu peut apporter des choses et peut vous faire valoir une place, etc., une ascension sociale, mais en même temps peut vous condamner. Et donc tous les endroits où votre visage est saisi, c'est-à-dire notamment les barrières d'octroi, les endroits de contrôle, les relais de poste, etc. Ensuite, très vite, les rumeurs peuvent partir. Et en fait, il y a énormément d'individus qui sont frappés du fait que leur visage leur échappe littéralement. C'est-à-dire que en fait, ça ne leur appartient plus et leur réputation non plus. C'est-à-dire que le fait d'être reconnu, la reconnaissance désigne la notoriété, mais aussi la capacité d'être reconnu physiquement. Et donc ça traîne dans ces archives-là. Ça traîne aussi dans les chansons, ça traîne dans toute une série de sources. Après, c'est vrai que c'est difficile. On a souvent les archives de la production, c'est-à-dire les images, les pamphlets, parfois même les archives de ceux qui veulent être reconnus et promouvoir leur image, parce que on en joue aussi évidemment. Une des manières d'exister socialement, c'est de jouer sur cette visibilité et cette capacité à faire reconnaître son nom et aussi son visage. Mais ça peut être retourné contre soi très rapidement. Oui, et puis il y a ce mélange de gloire et de célébrité, on l'a bien dit. Nous retenons aujourd'hui les gens qui ont été célèbres par le passé parce que la gloire fait qu'on s'en souvient encore. On a commencé l'émission avec Chamfort. Faut être honnête, Chamfort, c'est pas la personne la plus connue. Pourtant, c'est une célébrité en son temps, Nicolas Chamfort. Donc il y a ça aussi. Vous croisez dans vos recherches des célébrités du passé qui ne sont plus du tout des gens connus au présent, ou en tout cas connus des spécialistes. Alors souvent, ces célébrités, parce que on les qualifie de célèbres, certaines d'entre elles sont restées. Moi, je pense par exemple, surtout des hommes, c'est une définition beaucoup masculine de la célébrité, liée à la place que prennent les hommes dans l'espace public, et le fait d'assumer de jouer un rôle public. Je pense à Mirabeau, Lafayette, Necker, au tout début de la Révolution française, puis après Marat et évidemment Robespierre. Oui, donc elles sont vraiment restées dans le temps, ces figures-là. Mais il y en a plein d'autres qu'on a oubliées. Qui se souvient de Omnes Omnibus, par exemple, le porte-parole des jeunes gens de Nantes, qui a une sorte de célébrité, mais très très rapide, très fugace. La célébrité, c'est réversible et ça peut être aussi pour sa sécurité, mais aussi dans le temps. Qui se souvient de Saint-Uruge, du marquis de Saint-Uruge, qui était connu comme le chef des sans-culottes pendant plusieurs années au début de la Révolution française, connu à l'étranger, et puis tout d'un coup qu'on a oublié. Voilà, donc c'est l'apprentissage aussi de cette réversibilité-là qu'est la célébrité au XVIIIe siècle. Voilà, l'apprentissage de la modestie, parce qu'être célèbre à un moment ne nous garantit pas d'être célèbre dans le futur, et ça c'est tant mieux. Antoine Lilti, dans ce processus de l'invention de la célébrité, on entend bien l'importance de l'écrit, et c'est un peu la même chose, difficile à mesurer comment les écrits se diffusent. Alors, qui sait lire, qui ne sait pas lire, à qui lit-on ce qui est diffusé ? Mais par le texte, ici, la célébrité naît. On voit bien au XVIIIe siècle que c'est par cela vraiment qu'il y a des noms qui se diffusent. Oui, bien sûr. Alors, vous avez raison, c'est difficile à mesurer. Ça reste un phénomène qui est localisé, c'est-à-dire que c'est un phénomène essentiellement urbain. C'est un phénomène qu'on saisit très bien dans les grandes métropoles que sont Paris pour la France, Londres, Vienne, les grandes métropoles européennes, sans doute un certain nombre de villes importantes. Évidemment, n'oublions pas qu'une grande partie, la grande majorité de la population française, par exemple la population européenne au XVIIIe siècle, reste une population rurale qui, au fond, a très peu accès à ses écrits, à ses ouvrages. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils n'ont pas quelques échos de ces grands noms qui circulent, mais évidemment, on n'est pas au XIXe siècle, on n'est pas au XXe siècle, on n'est pas encore la presse de masse, mais donc ça, il faudrait pas non plus croire qu'au XVIIIe siècle, ce sont des célébrités comme on les connaît aujourd'hui. Ça reste un public qui est restreint par rapport à ce qu'on connaîtra plus tard, mais qui est déjà où les mécanismes sont déjà tout à fait identifiables et les discours, c'est ça aussi, les discours sur la célébrité, aussi bien pour les décrire, pour la critiquer, pour la dénoncer, sont déjà en place. Alors, comment est-ce qu'on peut le mesurer ? On a quand même des éléments, d'abord parce que effectivement on a des éléments de tirage sur les journaux, sur la presse, et puis on a toute une série d'anecdotes qui permettent de d'écrire, de raconter. Alors par exemple Jean-Jacques Rousseau, quand il revient à Paris en 1770 après plusieurs années d'exil, et quand il se promène dans Paris, il est reconnu.
il est reconnu. Les gens, ça crée des attroupements. Quand il va jouer aux échecs au Palais Royal, ça fait de tels attroupements que le responsable du café lui demande de ne plus venir parce que les gens montent sur les tables pour l'apercevoir et cassent les tables. Donc là, on a quand même toute une série d'éléments qui sont racontés, qui sont décrits. Et puis, Jean-Jacques Rousseau, il reçoit des lettres de gens anonymes, donc qui le connaissent parce qu'ils ont lu ses livres, parce qu'ils ont lu des anecdotes sur lui dans la presse. Et donc là, ça permet de mesurer quand même l'expansion de cette célébrité. Vos divins écrits, monsieur, sont un feu qui dévore. Ils ont pénétré mon âme, fortifié mon cœur, éclairé mon esprit. Depuis longtemps, livré aux trompeuses illusions d'une impétueuse jeunesse, ma raison s'égarait dans la recherche de la vérité. Il fallait un Dieu, et un Dieu puissant pour me tirer de ce précipice. Et vous êtes, monsieur, le Dieu qui venait d'opérer ce miracle. Votre tendre et vertueuse Héloïse, qui sera toujours pour moi le code de la plus saine morale, et vous, monsieur, la vénération et le respect le plus profond. J'adore votre personne et vos sublimes écrits. Tous ceux qui auront le bonheur de lire vos ouvrages trouveront en vous un guide sûr, qui les conduira à la perfection, à l'amour et à la pratique de toutes les vertus qui font l'essence de l'homme de bien. Le 10 février 1761, Charles-Joseph Panckoucke prend sa plume, écrit à Jean-Jacques Rousseau, véritable groupie, on l'entend. C'est à l'aune de ce que Rousseau est comme célébrité à ce moment-là. Oui, absolument. Et puis alors, vous avez vu, il évoque sa sublime Héloïse. Donc on est dans les conséquences du succès incroyable de la nouvelle Héloïse, ce roman qui est un des grands best-sellers, un roman sentimental de Rousseau. Parce qu'évidemment, Rousseau aujourd'hui, on dit c'est le philosophe, le contrat social, le discours sur l'inégalité. C'est ça qu'on a retenu. Mais à l'époque, un des grands éléments qui va faire sa célébrité, c'est justement le succès de ce roman, un succès absolument incroyable. Et donc les gens vont non seulement être touchés, émus par le roman, y voir la base d'une morale nouvelle, qui est une morale de la sentimentalité, de l'affection, et puis ils vont transférer sur Rousseau lui-même cet enthousiasme qu'ils ont pour ces personnages. Et dans la citation là de Panckoucke qu'on vient d'entendre, il y a un moment très intéressant. Il dit j'adore votre personne et vos sublimes écrits. Donc c'est pas simplement, on n'est pas dans le registre justement de la République des lettres classique et d'une discussion sur des écrits. Il y a vraiment j'adore votre personne. Et donc, il y a quelque chose. Et alors, on va avoir énormément de courriers. Ça, c'est le premier qui a étudié ça, c'est le grand historien américain Robert Darnton, qui a très bien montré qu'il y avait tout un courrier des lecteurs qui écrivent à Rousseau. Et encore, Panckoucke, on pourrait dire, oui, mais Panckoucke, c'est quelqu'un, ça va être un grand éditeur, c'est quelqu'un qui appartient au milieu intellectuel et culturel, même s'il est c'est un provincial à Lille, mais il appartient quand même à ces milieux. Mais on a des horlogers, on a des artisans, on a des anonymes qui se mettent à écrire à Rousseau pour lui dire à peu près la même chose. J'adore votre personne et vos écrits. Et on a même qui disent mais je pense à vous tout le temps. Je ne suis heureux que quand je peux parler de vous avec mes amis. Donc on a vraiment là un phénomène de la naissance des fans. Effectivement, vous avez dit groupies. Et donc là, on a un rapport à la célébrité qui est plus simplement la curiosité pour la vie publique ou privée de personnes célèbres, mais véritablement un phénomène d'adhésion affective et sentimentale à la personne même de la personne célèbre. Oui, c'est complètement juste. Et alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que du coup, c'est permis par le fait qu'au XVIIIe siècle, il y a, alors c'est pareil, dans certains milieux plutôt urbains, plutôt érudits, etc., une promotion de la culture sensible. Il y a un changement culturel assez profond qui fait que ce qu'on appelle le sentimentalisme, dans la philosophie, ça donne le sensualisme, une valorisation des affects et de l'idée selon laquelle l'attachement, l'identification sensible crée du lien, peut faire se sentir appartenir à une communauté. Alors une communauté qui peut dépasser les frontières habituelles, les frontières sociales, les frontières de la communauté d'habitants ou du quartier. Et qui provoque des sentiments justement et non pas forcément une admiration seulement intellectuelle ou faite d'une sorte de subordination à une figure de gloire, le maréchal de Saxe, qui illustrerait justement la monarchie, le prestige de la monarchie. Une identification qui est réversible aussi, puisqu'elle crée une sorte elle court-circuite tout.
c'est tout d'un coup un lien personnel, presque subjectif, qui est tissé entre deux personnes, et ce qui est au XVIIIe siècle, ce qui traverse toutes les règles sociales, en fait, toutes les règles de la société d'ordre dans lesquelles les frontières sont nombreuses et quotidiennes. Et pendant la Révolution, notamment, mais pendant toutes les crises politiques du XVIIIe siècle, ça peut justement se retourner contre la personne adorée, parce qu'elle peut être détestée en une seconde. Oui, c'est vraiment cela. Il y a ce rapport à l'intime, on l'entend ici, l'écrit, c'est très important, bien sûr. Mais la recherche de l'intime, c'est un phénomène aussi lié à ce que disait Guillaume Mazot, à cet aspect sensible qui se développe au XVIIIe siècle. Alors bien sûr, Guillaume l'a très bien dit, on est absolument dans cette nouvelle culture de la sentimentalité ou du sentimentalisme. On est aussi dans quelque chose qui est un phénomène proprement médiatique. C'est pour ça que l'imprimé est très intéressant, c'est-à-dire que, et ça a été étudié par des sociologues justement de la célébrité et des médias, c'est une sorte de chose paradoxale, c'est que ce lien qui passe par l'imprimé, qui est un lien tout à fait asymétrique entre une personne qui écrit et puis des lecteurs très nombreux, eh bien produit un sentiment d'intimité à distance. Intimité à distance, donc c'est le terme peut-être qu'utilisent les psychologues sociaux et les sociologues des médias, et c'est quelque chose évidemment qu'on connaît bien aujourd'hui, mais qui est et le paradoxe, c'est que un best-seller, par exemple comme La Nouvelle Héloïse, il y a énormément de lecteurs qui lisent le même livre, ont la même expérience, ne connaissent pas Rousseau et vraisemblablement ne le connaîtront jamais, mais par la médiation de l'écrit, et notamment là du roman sentimental, ont l'impression d'avoir une relation intime et extrêmement personnelle avec l'auteur, ou avec soit avec l'auteur, soit avec le personnage, soit avec la personne dont on rapporte ou dont on raconte la vie. Et ça, c'est quelque chose évidemment qu'on connaît bien aujourd'hui avec les fans des célébrités qui écoutent la même chanson que tout le monde, mais qui sont persuadés, qui ont le poster dans leur chambre et qui sont persuadés d'avoir un rapport affectif, sentimental. Donc ça, on le voit très bien se mettre en place, notamment autour de Rousseau, mais autour de d'autres figures. Donc c'est la rencontre entre cette nouvelle culture du sentiment, où la personnalité doit se marquer par l'effusion, par l'attachement, et puis par des créations de la constitution, comme le disait Guillaume Mazot, de communauté, donc la communauté des lecteurs et des admirateurs de Rousseau en l'occurrence, et puis de ces phénomènes spécifiquement médiatiques qui sont liés au fait qu'on n'est plus simplement dans des sociétés d'interconnaissance par la conversation, la correspondance, mais par cette diffusion très large de l'imprimé. Et puis ça peut se retourner, comme disait Guillaume Mazot, en très peu de temps, et cela aussi grâce à l'imprimé. Et quand on est allé dire à la reine que ses sujets n'avaient pas de pain, savez-vous ce qu'elle a répondu ? Qu'il mange de la brioche. C'est ridicule, jamais je ne dirais une telle chose. Et ici, on vous voit dans une orgie avec plusieurs personnes. On m'y voit vous sucer les orteils. Quand cela seront-ils de ces histoires ridicules ? On dit que vous avez offert à Thomas Jefferson une petite visite de vos jardins. On voit Jefferson admirant le royal buisson. Oh, c'est affreux. Vous ne réagirez donc pas ? Je n'ai pas l'intention de leur faire cet honneur. Marie-Antoinette et ses copines en train de lire la presse dans le film de Sofia Coppola. C'est en 2006. Antoine Lilti, d'ailleurs, l'invention de la célébrité, votre ouvrage commence avec ce film et Sofia Coppola. On voit ici une figure de la reine décriée à travers les écrits, c'est une chose, mais surtout une reine qui n'a jamais été autant présentée dans son intime par rapport à toutes celles qui l'ont précédée. Bien sûr, parce que pour la raison qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que, il y a plutôt deux raisons. Il y a à la fois Marie-Antoinette, justement, elle va essayer de rompre avec ce cérémonial, cette étiquette royale, en défendant pour elle-même le droit aussi à une existence privée. Donc c'est Trianon, bien connu, c'est son cercle d'amis, etc. Mais qu'il faut pas trop psychologiser. Des fois, on a dit Marie-Antoinette, elle a pas le sens de l'État. En fait, c'est comme à peu près tous les aristocrates de sa génération et de cette époque. Ils ont ce désir, eux aussi, d'avoir une vie privée, une vie intime. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle va mettre en scène elle-même comme personne privée. Elle se rend à l'opéra, elle se rend au bal à Paris. Elle se fait représenter, ça c'est très intéressant en termes de culture visuelle. Jusque-là, elle abandonne les grands portraits d'apparat pour se faire représenter
dans des tenues très simples, où il n'y a aucun signe de la royauté, il n'y a pas de couronne, elle est dans des habits. D'ailleurs, une partie du public va croire qu'elle est quasiment en sous-vêtements, alors qu'en réalité, bon, en tout cas, c'est des vêtements de la vie privée. Et ça va avoir un double effet, c'est-à-dire que dans un premier temps, en fait, ça a quand même un grand succès, c'est-à-dire que évidemment, plus tard, et notamment sous la Révolution, et puis dans les années qui précèdent, à partir du milieu des années 1780, elle devient assez largement impopulaire, elle est attaquée, mais au tout début, quand elle arrive, elle est au contraire, elle est la reine de la mode parisienne, elle est justement elle est à la fois une reine et une célébrité. Alors ça va se retourner contre elle, avec tous les pamphlets, mais ça se retourne contre elle à partir du moment où la situation politique se retourne contre elle. Et là, il y a eu, à mon avis, un contresens commis par beaucoup d'historiens et d'historiennes qui ont pensé que ces pamphlets ou ces attaques contre la vie privée de la reine avaient été le facteur qui avait provoqué son impopularité, puis la désacralisation de la monarchie. Or, si on regarde ce qui se passe en Angleterre au même moment, on a exactement le même type de mise en scène de la vie privée. Alors, du roi, surtout du dauphin, le prince de Galles, plus tard de la reine. Donc, cette mise en scène de la vie privée des souverains, et on sait bien que pour la famille anglaise, ça va être encore plus vrai au XIXe siècle, et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas forcément abîmé leur crédit politique. Donc, ce qui est intéressant avec Marie-Antoinette, c'est qu'on a à la fois, comme vous l'avez bien dit, ce retournement d'une fascination pour cette jeune souveraine qui est beaucoup plus moderne, qui est dans la vie parisienne, qui casse les codes habituels de la représentation, qui apparaissait effectivement désuet. Et puis ça va se retourner négativement contre elle. Mais ce retournement, à mon avis, il est plutôt l'effet de la crise politique que son facteur. Guillaume Azoutot, ce qu'on évoque là, c'est très important pour comprendre la Révolution française par des effets de génération. Les hommes, les femmes de la Révolution française ont grandi, ont construit leur imaginaire avec tout ce qu'on dit là. Donc cette notion de célébrité, l'importance des imprimés, les retournements possibles de la célébrité, c'est ce qu'ils ont en tête. Complètement. Et d'ailleurs, je voulais rebondir sur ce que disait Antoine Lilti sur Marie-Antoinette. Pas oublier que la grande diffusion des pamphlets, alors pornographiques, parce que c'est dans le lit royal qu'on rentre, et pas comme avant. C'est-à-dire que ce droit de regard qui est un petit peu revendiqué de plus en plus dans les années 1780, et qui est un facteur de démocratisation, c'est-à-dire le droit de n'importe quel sujet, puis citoyen, à pouvoir, par son intrusion dans la vie privée des grands, à juger, critiquer, se faire une opinion, etc. Il a son pendant négatif qui s'appelle le voyeurisme. Donc rentrer dans le lit, alors c'est les pamphlets pornographiques qui sont publiés vraiment autour des années 1783, au moment où Marie-Antoinette se fait représenter au salon. C'est le portrait de Vigier Lebrun en déshabillé. C'est ce que disait Antoine, c'est-à-dire quasiment en tenue privée et très privée, avec une rose à la main. Bon. Et donc là, elle percute complètement la représentation de l'étiquette royale, etc. Elle revendique le fait qu'elle commande des habits à Rose Bertin, qui est la marchande de mode du Palais Royal, de la boutique du Grand Mogol. Donc là, on a aussi une sorte d'affirmation un peu impériale, globale, de ces modes, de ces élites qui sont internationales et qui circulent et qui assument le fait de ce changement. Mais ces pamphlets, ils vont être avant tout utilisés contre elle en 1789, quand les archives de la Bastille, une fois la Bastille prise, vont être ouvertes. Et ça, c'est Jérémy Popkin qui le montre très bien. Il y a un décalage. Et effectivement, c'est quand la situation politique bascule que là, ça devient une arme de destruction massive contre elle. Et oui, c'est révolutionnaire. Ceux qui deviennent révolutionnaires en 1780, entre 87, 88, 89, ils savent très bien utiliser tout de suite ces outils visuels, mais aussi ces imprimés. Je pense à Mirabeau, je pense à Lafayette. Avant, parce que c'est aussi aux États-Unis, Benjamin Franklin qui vient en tant que ambassadeur de la jeune République entre 1776 et 1785 en France pour négocier le soutien à la France aux insurgents, et qui arrive avec son chapeau de trappeur, et qui joue de son image pour montrer. Il y a un côté presque. Il joue le sauvage. En tout cas, il joue le sauvage vu par les Français, mais ça lui confère de la popularité. Et les révolutionnaires français, puisqu'ils défilent tous devant les collections privées de portraits, je pense à Desjardins, etc., une fois élus, pour se faire fixer le portrait, et notamment certains, je pense à Michel Gérard, député de Basse-Bretagne, qui pose en paysan, exprès. Donc,
de la célébrité même à la popularité. Oui, et puis de la construction de la célébrité. Parce que construction de l'image, ici, c'est très intéressant. Benjamin Franklin, c'est sûr, qui arrive sans perruque, sans rien. Il se dénote par rapport au reste de la population. Antoine Lilti, c'est ça aussi, la célébrité. C'est pas simplement quelque chose qui arrive de l'extérieur vers la personnalité. C'est aussi la personnalité qui peut alimenter pour attirer la célébrité. Bien sûr. D'ailleurs, par exemple, avant Benjamin Franklin, celui qui déjà avait joué de ça de manière à la fois très nette et violente, c'est Rousseau, on revient à Rousseau, parce que Rousseau, justement, il va, à partir dès qu'il commence à être célèbre, début des années 1750, après le succès de son livre sur les arts et le progrès des arts et des sciences, eh bien, il va mettre en scène un personnage nouveau. Lui aussi, c'est vestimentaire, c'est-à-dire qu'il arrête de s'habiller comme s'habillaient les écrivains dans les salons. Il a ce qu'on appelle son habit d'Arménien, qui est une espèce de grande robe dont il dit que c'est beaucoup plus pratique pour lui. Et puis il va se construire un personnage à la fois visuel et littéraire qui ne respecte aucune des conditions. Et ça va jouer énormément dans son succès. Et puis ça, on y reviendra peut-être tout à l'heure, ça va finir par se retourner contre lui. Mais il a essayé de se construire un personnage immédiatement identifiable qui va avoir évidemment des effets tout à fait considérables pour sa reconnaissance. Et Rousseau qui fuit la célébrité. Je devais, j'ose le dire, être aimé du peuple dans ce pays-là, comme je l'ai été dans tous ceux où j'ai vécu, versant les aumônes à pleine main, ne laissant sans assistance aucun indigent autour de moi, ne refusant à personne aucun service que je puisse rendre et qui fût dans la justice, me familiarisant trop peut-être avec tout le monde et me dérobant de tout mon pouvoir à toute distinction qui pût exciter la jalousie. Tout cela n'empêcha pas que la populace, soulevée secrètement je ne sais par qui, ne s'anima contre moi par degrés jusqu'à la fureur, qu'elle ne m'insulta publiquement en plein jour, non seulement dans la campagne et dans les chemins, mais en pleine rue. Ceux à qui j'avais fait le plus de bien étaient les plus acharnés, et des gens même à qui je continuais d'en faire, n'osant se montrer, excitaient les autres, et semblaient vouloir se venger ainsi de l'humiliation de m'être obligé. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. François Perrier sur France Culture qui lisait un extrait des Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Antoine Lilti, fuir la célébrité. Bon, c'est pas mal aussi parce que ça en ajoute un petit peu à la célébrité. Jean-Jacques Rousseau, Marie-Antoinette, c'est aussi un procédé, ça. Mais oui, parce que la célébrité, on parlait tout à l'heure des critiques qui lui sont faites. Donc il y a deux types de critiques. L'une, c'est d'être en fait une sorte une gloire illégitime, parce que fondée justement uniquement sur le goût du public, de la multitude, ce que Chamfort appelait le châtiment du mérite. Mais c'est aussi effectivement vécu comme un fardeau, vécu comme un châtiment. Pourquoi ? Parce que c'est l'idée que de tout d'un coup, on ne s'appartient plus. Alors il y a et chez Rousseau, c'est très clair. Et donc cette idée qu'il y a un personnage public qui s'appelle Jean-Jacques, auquel les gens vont l'identifier, et il refuse d'être ce personnage public qui est Jean-Jacques, parce que ça serait reconnaître qu'il n'est pas authentiquement lui-même. Et là, on a parlé beaucoup de la culture du sentimentalisme. Avec Rousseau, il y a une autre nouveauté au XVIIIe siècle, qui est la culture de l'authenticité. Et on a ce paradoxe incroyable que les gens s'attachent à Jean-Jacques Rousseau parce que justement ils pensent que lui est un écrivain authentique qui n'est pas dans les conventions, dans les salons, dans les manières habituelles de se comporter, mais lui ne supporte pas justement d'être réduit à ce personnage public. Et donc toutes les manifestations de la célébrité, il se met à les détester. Donc par exemple les visites, il ne supporte pas qu'on vienne lui rendre visite en disant « Ah mais je viens vous rendre visite, que je vous admire, vous êtes tellement célèbre, etc. » Donc à chaque fois ça le rend complètement fou, ce qui fait que très vite, il va refuser les visites. Et donc, par exemple, il y a une aristocrate qui lui écrit pour lui dire qu'elle l'admire énormément, qu'elle voudrait lui rendre visite. Tout écrivain du XVIIIe siècle, habituellement, si une aristocrate veut le rendre visite, il est très content. Non, Rousseau lui écrit en lui disant « Si vous voulez voir une bête féroce, vous avez une bête curieuse, vous avez qu'à aller à la foire. » Donc, c'est presque injurieux de répondre comme ça. Donc, toutes les manifestations de la célébrité, il se met à les développer, à les rejeter. Et puis, alors là, c'est un peu la folie particulière paranoïaque de Rousseau, il se
convainc que le public le déteste et qu'il est manipulé par ses ennemis. Alors, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est un peu particulier parce que, de fait, c'est en Suisse, un moment politique très compliqué, et de fait, il y a vraiment une partie du public qui est mobilisée contre lui. Mais ça devient chez lui une vision plus complète de la célébrité comme une menace justement du public sur sa propre authenticité et sur sa propre personne, ce qui va l'amener en fait à progressivement à essayer de fuir cette célébrité. Et c'est la fin de sa vie, hein, les rêveries du promeneur solitaire, hein, c'est la recherche, l'affirmation de la solitude comme une façon justement de fuir cette célébrité dont il ne veut pas. Et pour Marie-Antoinette, c'est aller au hameau de la Reine. Il y a ça aussi, ce hameau de la Reine, c'est se réfugier, c'est trouver un refuge, s'écarter. Mais alors le hameau de la Reine est tellement connu qu'on peut dire que ça ajoute à sa célébrité. C'est aussi la construction du personnage lui-même. C'est exactement ça, c'est le paradoxe justement, ce qu'on disait tout à l'heure avec le portrait qui la représente en chemise, le portrait de Vigée Lebrun, en fait, la représente justement, alors peut-être au hameau de la Reine, en tout cas dans son espace particulier. Ça a été très décrié par les élites, mais ça a eu aussi beaucoup de succès, ce portrait. Et donc, tout le monde voudra avoir ensuite cette robe à la reine et s'identifie. Donc, on voit bien là cette ambivalence. Et je rebondis un instant sur ce que disait tout à l'heure Guillaume Mazot, c'est que même sous la Révolution, encore, certains vont conseiller, par exemple, il y a une lettre de Barnave à Marie-Antoinette, très intéressante, où il dit, mais vous pouvez retrouver la popularité. Vous avez eu cette popularité, et en fait, ça peut être un instrument politique. Hein. Donc, tous ceux qui vont essayer quand même d'arrêter la Révolution à un moment donné, vont, et notamment en reconstruisant le crédit politique de la monarchie, vont essayer de s'appuyer sur cette popularité de Marie-Antoinette. Guillaume Mazot. Il y a une petite séquence où ça aurait pu marcher. C'est à partir du moment où la cour est déplacée de force, hein, après la marche des femmes, des 5 et 6 octobre 1789, aux Tuileries, dans cet ancien palais qui avait été abandonné depuis la fin du XVIIe siècle, et loué à des courtisans, à des membres de la noblesse, etc. Et le 10 août 1792, quand les Tuileries sont prises, là, la monarchie s'engage dans une sorte de période test, on pourrait dire, puisque c'est un palais royal, mais un palais royal qui est désormais au cœur d'une ville très nombreuse, 650, 700 000 habitants, et qui fait que le roi, la reine et la cour, qui les suivent, les ministères aussi, sont sous l'œil du peuple, littéralement. C'est-à-dire et donc, il y a une petite palissade qui est construite autour des Tuileries pour qu'ils puissent continuer à faire leurs promenades, qui font partie des rituels de cour, mais ça casse complètement l'économie visuelle de la cour de Versailles. C'est-à-dire où c'est un endroit où le roi gouverne ses apparitions, ou en tout cas l'étiquette gouverne les apparitions du roi et ses disparitions, et fait des disparitions et des apparitions une sorte d'art de gouverner qui évolue, hein, qui n'est jamais fixe. Et là, évidemment, aux Tuileries, ça change complètement la donne, puisque c'est le roi et la reine qu'on place aux Tuileries, qu'on montre, qu'on exhibe. C'est la fameuse visite du roi du 17 juillet 1789. C'est le fait de lui faire coiffer un bonnet phrygien, de le mettre au balcon de l'hôtel de ville. Et ils essayent de faire une sorte de monarchie un peu familiale, justement en utilisant l'image de leur famille, d'une bonne famille, avec le dauphin qu'on promène. Ils favorisent la production d'estampes, où on croise des jeunes enfants dans les Tuileries, etc., avec des anecdotes, mais ça marche pas. Ça marche pas parce que c'est tout le discours de la prison, alors qui est beaucoup produite par les nobles, les plus conservateurs, les aristocrates, etc., qui mettent cette pression-là, puis par la famille royale qui n'est pas éduquée pour ça, et puis on est dans une ville et dans un contexte qui ne permet plus ça, en réalité, où les tensions sont tellement fortes que c'est une intrusion, une pression trop forte. Mais il y a un moment où il teste ce que réussira Louis-Philippe plus tard, en fait, cette monarchie familiale, où on joue de l'intime, on joue de la vie privée des rois comme un instrument de popularité. Oui, parce que c'est cela, la célébrité aussi, c'est savoir répondre à une attente à un moment donné, mais sans trop savoir quelle est l'attente, et on peut se planter, ce qui arrive parfois, quand d'autres, dans le même temps, réussissent. Direction Aix-en-Provence, au tout début de l'année 1789. Bah oui, parce que bientôt, il va y avoir les États généraux réunis à Paris. Faut organiser tout ça. Nous sommes à Aix-en-Provence le 26 janvier 1789. Entre deux haies d'une foule attentive, bruyante, frémissante, se déroule la procession des 3 ordres qui précède l'ouverture des États provinciaux.
Et tu l'as vu? Je l'ai vu, qui? Imbécile, Mirabeau, bien sûr. Mirabeau, il est là? Eh que oui, tiens, regarde-le donc. Là, le dernier de l'ordre de la noblesse, juste avant le tiers état. Il est laid, mais il est beau quand même. Et celui qui lui fera baisser les yeux, eh ben, il n'est pas encore né. Monsieur le comte de Mirabeau porte comme avec défi la tête haute, renversée en arrière. Sa crinière se prolonge derrière la tête dans une large bourse de taffetas noir. La main droite s'appuie sur le pommeau de son épée. Il tient, sous son bras gauche, un chapeau à plumet blanc. Vive le comte de Mirabeau! Et pourquoi tu cries? Parce que Mirabeau, il est pour le peuple. L'étrange personnage. D'une noblesse que nul ne s'aviserait de contester, il a mené depuis 5 ans une vie d'aventurier. Pourquoi? Il était né monstrueux, avec une tête énorme, de molaires déjà formés, la langue nouée et une cheville tordue. La cheville se redressa, la langue se dénoua, mais la tête resta grosse et la petite vérole, en lui grêlant profondément le visage, ne le rendit pas plus agréable, au contraire. Monsieur de Mirabeau, le père, écrivit à son frère: ton neveu est laid comme Satan. Ah bah c'est pas bien gentil. C'est pas rien les fictions radiophoniques. Hein. En 1959, Guillaume Mazot, on y était à Aix-en-Provence avec ce personnage de Mirabeau. Mirabeau qui sait jouer de son image. Il est très laid, il a la peau grêlée, mais il est très beau dans le même temps. Alors Mirabeau, c'est le seul que on reconnaît physiquement dans la salle des menus plaisirs quand ces quelques 1200 députés arrivent à Versailles. C'est déjà, il est déjà célèbre et de ce fait, il peut déjà influencer l'Assemblée en jouant de son charisme. Je recommande d'ailleurs le très bon livre de David Bell, l'historien états-unien, sur le charisme politique, le culte des chefs, qui montre à quel point, et ça c'est un phénomène global, pas seulement français, puisqu'il parle de Paoli, il parle de George Washington, qui utilise beaucoup son image aussi à des fins politiques. Voilà, bon, Mirabeau, c'est le premier à utiliser ça, et c'est vrai qu'il se fait cette popularité-là. Bon, très réversible en Provence, puisque tout ne commence pas en mai 1789, loin de là. Et donc, ce qui fait qu'on le reconnaît, qu'on connaît son nom, etc., très vite. Alors après, il faut se méfier des descriptions physiques, justement, puisqu'elles sont toujours des enjeux moraux et politiques. La laideur, la beauté, c'est toujours une manière de parler, de tester, je dirais, ce que Antoine Luttier appelait l'authenticité, c'est-à-dire la sincérité. À une période où on choisit, où on élit, c'est représentant. Là, on est dans un moment de bascule très fort. La notion de représentation et de la fidélité de la représentation, eh bien, elle change de sens. Voilà, un portrait n'est plus seulement un portrait de conditions avec des codes sociaux, etc., dans lequel la ressemblance physique est moins importante que finalement l'application des codes liés ou à la noblesse, ou à sa place, ou à son rang, mais à son portrait physique et au discours moral qu'on tient sur ce portrait physique. Ça donnera des pseudosciences comme la physiognomonie, la craniométrie au XIXe siècle, etc. Donc les descriptions physiques et même les portraits à ce moment-là, qui se présentent tous comme d'après nature, le plus vrai possible, fixés d'après les traits du modèle, sont toujours en réalité complètement minés. Avec, alors je ne dis pas une forme de caricature, Antoine Lilti, mais une réduction des choses. Un auteur, une autrice célèbre par sa production, avec la célébrité, se réduit à quelques idées majeures et à une image. Est-ce qu'on assiste à ce phénomène-là de façon à diffuser encore plus simplement l'image mentale ou l'image physique d'une célébrité ? Ah oui, bien sûr. Mais le cas de Mirabeau est tout à fait intéressant parce qu'effectivement, cette idée de la laideur beauté et de sa laideur devient un trait caractéristique. Et là, on voit bien l'ambivalence de la célébrité dans sa manière d'être traduite politiquement, parce que ce qui est extraordinaire avec Mirabeau, c'est que c'est pas justement il n'a pas de gloire d'écrivain. Au contraire, c'est une célébrité presque scandaleuse. La célébrité, on l'entendait un peu en 89. C'est en fait un homme, mais un peu en rupture de banc, qui a fait de la prison, qui a écrit des pamphlets, et donc il va transformer, mais il est identifiable et surtout, il est effectivement identifié à la fois comme un noble, mais un noble proche du peuple. Et c'est exactement au moment, au début de la Révolution, où le terme même de popularité, aujourd'hui on dit toujours la popularité, on fait des sondages, la popularité des hommes politiques, le terme de popularité change de sens. Au XVIIIe siècle, la popularité de quelqu'un, c'est le fait qu'il aime le peuple, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas distingué. Quelqu'un qui est populaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas des goûts distingués, c'est-à-dire qu'il va... Et progressivement, ça change de sens, ça devient celui qui est aimé du peuple. C'est plus celui qui aime le peuple, c'est celui qui est aimé du peuple. Et Mirabeau est exactement au moment de bascule de cette conception. Et
au début de la Révolution, il y a plein de textes dans les journaux où on s'interroge sur qu'est-ce que c'est que la popularité. Est-ce que la popularité, c'est un critère de légitimité politique, mais en même temps, c'est pas l'estime publique. Donc, c'est plutôt plus proche de la célébrité. Et donc, ça peut être aussi dangereux parce que les gens peuvent s'appuyer sur un amour un peu irréfléchi du peuple pour construire une position politique. Et donc, au moment où la démocratie s'invente, c'est-à-dire où le public, donc le peuple, devient un instrument, devient l'objet de la souveraineté, eh bien, cette question de la célébrité ou de la popularité et de ses effets politiques devient un sujet central et aussi une menace, ce qu'on appellerait aujourd'hui évidemment le populisme, mais cette question du charisme politique, est-ce qu'elle est une manière d'introduire le public, le peuple, dans le jeu politique, ou au contraire de construire des formes d'autoritarisme fondées sur le charisme? Et par exemple, Bonaparte ou Napoléon va s'en saisir. Avec ici l'intérêt de la célébrité pour une personnalité. Dans le cas de Mirabeau, il y a une utilité quand on se retrouve aux États généraux avec autant et autant de personnes, se distinguer, c'est bien parce que si on veut agir, il y a un peu d'ego aussi dans cette histoire-là avec Mirabeau. Il y a déjà un passé qui est assez riche d'aventures. Oui, bien sûr, et pour Mirabeau, et même par la suite, cette construction de la popularité, cette fabrication de sa propre image, qui construit des carrières, est développée comme une vraie stratégie par ses députés, ceux qui veulent l'aval du peuple, et même aussi à l'échelle des municipalités. C'est-à-dire qu'on construit, on commande des portraits officiels, mais aussi des portraits privés. On décline les choses sur des faïences. Enfin, je veux dire, c'est le XVIIIe siècle, le siècle de la consommation, de l'invasion des objets dans la vie quotidienne, alors, notamment dans les villes, mais pas seulement, et qui sont aussi des supports pour... s'ils avaient pu floquer des t-shirts, ils l'auraient fait, quoi. Enfin, Benjamin Franklin, il est présent sur tous les services AT, etc. Bon, et effectivement, le rôle que joue cette recherche de popularité... Il est d'abord une sorte d'aiguillon de la démocratie, de la démocratisation de la culture politique, évidemment, puisque c'est quand même placé dans le peuple et le regard du peuple et l'estime du peuple, le crédit que donne le peuple, la pleine souveraineté, le plein choix. Mais en même temps, il peut être aussi un gros facteur de radicalisation, de radicalité, voire de violence. Je pense à Marat, qui utilise le côté scandaleux de sa personnalité, c'est-à-dire le côté la violence, les vociférations, il casse complètement les codes à l'Assemblée, il jure, il insulte, pour faire peuple. Donc il y a plein de formes d'appropriation aussi de ce que c'est le peuple et des classes populaires qui correspondent. Marat ne vient pas du peuple, enfin ne fait pas partie des classes populaires, et en même temps qui relance la radicalisation en permanence de la Révolution, et qui là joue un rôle assez nocif du point de vue de ce qu'on appellerait finalement l'esprit public, c'est-à-dire une sorte d'espace public réglé, policé, qui est un peu l'idéal des Lumières. Oui, avec Marat, en plus, on a un phénomène de double célébrité, parce qu'il y a la célébrité de Marat, et Guillaume Mazot, vous l'avez dit avec justesse, comment il joue le peuple, et puis par sa mort, il y a l'autre célébrité, celle de Charlotte. Ah, Charlotte, ne m'échauffe pas les oreilles. Je ne sais pas ce qu'on t'a appris au couvent, mais je te retrouve la tête farcie de romain, abonné à la quotidienne, le nez toujours fourré dans le courrier français, le courrier universel, le courrier des départements, le patriote français, toujours rêvant de république et de mort aux tyrans, Lucrèce, Venturi, Portia, sans compter les héroïnes de l'inoubliable grand-père. Les beaux temps de l'Antiquité retracent l'image des républiques grandes et généreuses, père. Encore ta république. Je fais la part de la jeunesse dans tes provocations, Charlotte. N'empêche que si quelqu'un t'entendait déclamer, il croirait ma parole que tu es républicaine. Et pour qui nous ferais-tu passer? Mais je suis républicaine. J'étais républicaine bien avant la Révolution. Malheureusement, les Français ne sont pas dignes de ma République, puisqu'ils tolèrent les excès de la montagne et souffrent des tyrans qui n'ont pas même le droit divin pour excuse. Le droit divin? Comment oses-tu profaner? Tu es contente qu'on ait coupé le cou au roi Louis XVI? Un si bon roi? Un roi faible ne peut être un bon roi. Parfait. Et sa faiblesse qui a fait son malheur cause aussi le nôtre. C'est Charlotte Corday qui discute avec son père, fiction radiophonique 1954, Antoine Lilti. D'ailleurs, dans cet extrait-là, les idées d'un auteur sont réduites à son nom. C'est-à-dire que Charlotte Corday a autour d'elle un imaginaire construit de célébrité. Elle est issue de ce monde-là.
Oui, bien sûr, elle a cette vision, mais ce qui est intéressant là, c'est effectivement la façon dont c'est moins la question de la pensée politique de Charlotte Corday, de son rappel, que la façon dont elle-même a été, alors ça c'est Guillaume Mazot pour en parler parce que c'est lui le grand spécialiste, a été construite comme une célébrité au moment de son procès pendant la Révolution, et ensuite cette célébrité en a fait un personnage, et un personnage qui va être ensuite repris dans des fictions et jusqu'à ce type de fiction radiophonique. Donc là, on voit vraiment la façon dont cette culture à la fois littéraire puis politique de la célébrité du XVIIIe siècle est reproduite jusqu'à nous par justement toute une série de fictions littéraires, politiques, images d'Épinal, etc. Oui, Guillaume Mazot, biographe de Marat et des ouvrages sur Charlotte Corday qu'on a en 30 questions, notamment Corday contre Marat, c'est aussi la construction d'une célébrité par l'assassinat de Marat par Charlotte Corday. Oui, donc Charlotte Corday, une jeune noble, inconnue à part de ceux qu'elle connaît, je dirais, dans la Normandie du XVIIIe siècle, de ce pays d'Auge, descendante de Corneille. Elle décide d'aller tuer Marat, assassiner Marat pendant la Terreur en 1793, parce qu'elle estime qu'il est responsable, avec d'autres, avec Danton, Robespierre, de la violence trop forte, de la guerre civile, etc. Et elle devient, donc elle est arrêtée aussitôt, jugée, exécutée au tribunal révolutionnaire, qui est la vitrine médiatique de la justice révolutionnaire. Et elle utilise ce moment-là pour aussi construire sa postérité et une image qui est entre la gloire, puisque en tant que descendante de Corneille, elle justifie son geste comme un acte d'illustration, qui déroge pas tellement au code de la noblesse. Évidemment, c'est pas tout à fait le cas, puisque très vite, donc elle fait venir un artiste dans la prison. Elle utilise le tribunal révolutionnaire comme une sorte de vitrine médiatique très forte. Et c'est d'ailleurs ce qui fascine et ce qui choque, parce que les femmes font pas souvent ça. Madame Roland revendique toujours le fait de rester derrière son mari, alors que c'est une des femmes les plus influentes, avec Marie-Antoinette de son temps, une des femmes politiques les plus influentes de son temps. Celles qui font ça, peut-être, c'est les actrices, parce que c'est leur métier. Olympe de Gouges, elle est connue, mais beaucoup plus pour son travail dramaturgique que pour sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, d'ailleurs, qui est diffusée à très peu d'exemplaires. Donc voilà, Charlotte Corday, c'est rare qu'on fasse qu'une femme fasse ça, et d'ailleurs, ça se retourne aussi un peu contre elle. Même si, parce que il y a tout un discours moral qui est appliqué au XVIIIe siècle comme celui contre le luxe, de l'indécence qui consiste à vendre sa peau et à vendre son identité, son image de manière publique ainsi, surtout quand on vient de la noblesse et qu'on est une femme. Et puis, quand même, pendant tout le XIXe siècle, elle va devenir une figure tellement célèbre qu'elle est aussi connue que Jeanne d'Arc et qu'elle est une des figures les plus promues par le régime de la monarchie de Juillet. Ça, on a oublié. Oui, un assassin politique, c'est toujours compliqué à admirer quand même. Le couteau lui a fait tomber la plume des mains. À moi! La lumière de la France s'est éclipsée à jamais. Marat, l'unique espérance, fut victime des forfaits. Trop tôt un fer homicide le ravit à notre amour, sous les coups d'une perfide, hélas il perdit le jour. Sous les coups d'une perfide, hélas, il perdit le jour. Chanson révolutionnaire, Simone Bartel qui interprétait cette chanson, La mort de Marat, en 1794, c'est-à-dire l'année suivant la mort de Marat. Antoine Lilti, c'est vrai qu'on a un cas très particulier avec Charlotte Corday. On peut dire qu'elle a voulu se créer de la célébrité, parce qu'il y a deux lectures à avoir de l'assassinat de Marat. Elle a voulu tuer un tyran ou elle a voulu se faire connaître. Oui, bien sûr. Alors ça, de toute façon, c'est le type de registre critique et dénonciateur qu'on trouve toujours. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un devient célèbre, il y a toujours la possibilité
de remettre en doute ses motivations en l'accusant d'avoir recherché justement la célébrité. Madame Dudéfend disait déjà ça de Rousseau. Alors elle disait, il serait prêt à commettre un crime qui l'enverrait à l'échafaud si ça devait augmenter sa célébrité. Donc il y a toujours cette idée que les gens font des choses pour être célèbres, ce qui n'est pas évidemment impossible. Dans le cas de Charlotte Corday, je pense que la motivation politique était sans doute plus importante, mais ce qui est intéressant en tout cas, c'est ce qu'on disait à l'instant, ce qu'on voyait, c'est la spécificité aussi de la célébrité féminine. Parce qu'évidemment, ça, Guillaume Mazot l'a très bien montré aussi dans son livre, il y a un rapport qui est moins évident à la célébrité, y compris à la célébrité politique, mais à toutes les formes de célébrité. Et sous la Révolution, il y a d'autres cas néanmoins. Alors il y a un cas moins dramatique, mais tout à fait intéressant, qui est celui de Germaine de Staël. Germaine de Staël, qui est la fille de Necker, donc qui va, elle, à la différence de Madame Roland, s'engager politiquement et se mettre au premier plan pendant la Révolution et aussi avec ses liens avec Benjamin Constant. Donc elle est très visible, on parle d'elle dans les journaux, elle est attaquée, elle est critiquée, elle est attaquée sur sa vie privée et elle va dire d'elle-même je suis condamnée à la célébrité. Elle va commenter, elle va essayer de réfléchir à la spécificité d'une femme célèbre, et notamment d'une intellectuelle, ce qu'elle appelle une femme de lettres célèbre. Elle a un très beau texte dans lequel elle dit « Les femmes célèbres, le problème, c'est qu'elles n'ont pas les moyens de se défendre par rapport aux hommes célèbres, parce que on ne les écoute pas. Elles n'ont pas d'alliés. » Et elle dit « Une femme célèbre, une femme de lettres célèbre, elle dit c'est comme un paria. Hein, il est connu de tous, mais il est méprisé et il est surtout totalement seul et isolé. » Donc il y a cette réflexion sur la spécificité d'une célébrité féminine qui se met en place, je pense, alors par Germaine de Staël sur son propre cas, et puis sans doute autour de Charlotte Corday par ceux qui justement éventuellement vont remettre en cause les motivations politiques de ces actes. L'invention de la célébrité, Guillaume Mazot, d'ailleurs, le fait que l'on réfléchisse à ce qu'est la célébrité au moment même où il y a ce phénomène dont nous parlons aujourd'hui montre que le phénomène devient intéressant. Et je pense qu'on a évoqué tous les intérêts que peuvent avoir celles et ceux qui s'orientent vers la célébrité. C'est un phénomène complexe malgré tout, hein. On sent que c'est très politique et dans tous les sens. C'est bien d'étudier son invention, c'est aussi très bien de critiquer la portée de cette célébrité. Oui, et celui qui va en faire le plus les frais, c'est Robespierre. C'est-à-dire que c'est la figure peut-être aujourd'hui la plus connue de la Révolution française, puisqu'on finit par ça, la longue portée du terme, qui est un homme qui est muséifié de son vivant et qui voit son image publique se retourner complètement contre lui et qui provoque sa perte en juillet 94. Pardon. Merci vivement à tous les deux d'avoir donné tous ces éléments sur l'invention de la célébrité. On sent combien il y a des échos avec notre temps. Je parle de la célébrité en général, je parle de la place aussi des tribuns en politique. C'est vrai qu'on a besoin d'histoire à tout moment. Merci Antoine Lilti, l'invention de la célébrité. Merci Guillaume Mazot, vos ouvrages sur Charlotte Corday et Marat. Prochain épisode dans le cours de l'histoire. Sur scène comme à la ville, nous restons au XVIIIe siècle. Le théâtre de la célébrité. Impopularité croissante de Louis XV, jadis nommé le bien-aimé, extension et virulence de l'esprit philosophique, anticléricalisme exaspéré. Et le théâtre devient tribune, tribunal et gibet. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Bois avec à la technique Anthony Thomasson. Émission préparée par Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Laloum qui était Chamfort aujourd'hui, Maël Vincent Randonnier, Clémentine Ducasse, Anne Toscane Viudès et Mayouen Guiziou. Le cours de l'histoire à retrouver à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.